La Chine agissait en urgence. Cela avait ralenti la progression de l'armée sud-coréenne. Mais après la percée de la ligne de défense de la zone démilitarisée, la vitesse d'avancée de l'armée sud-coréenne s'accélérait progressivement. Et à cause de l'effondrement massif de l'armée nord-coréenne à plusieurs endroits du front, la ligne de front elle-même était gravement ébranlée. L'anéantissement des volontaires chinois à Gyeomgangsan et Yangjeon a fortement provoqué Pékin. En particulier, la puissance de l'unité Zhongal, qui a fait preuve d'une bravoure exceptionnelle, s'est largement répandue parmi les soldats chinois. Au sein de l'armée chinoise, la rumeur s'est répandue qu'il s'agissait d'une unité composée uniquement des hommes les plus forts, et ces rumeurs ont en fait chuter le moral des troupes chinoises. La direction de Pékin a aussi été très choquée. Il pensait être une grande puissance et voyait la Corée comme un petit pays. Il était donc normal qu'il soit surpris de voir l'armée coréenne vaincre la leur. L'armée sud-coréenne affrontait plus que l'armée nord-coréenne. Le fait même que l'armée sud-coréenne est écrasée, avec une puissance écrasante, même les volontaires soutenus officieusement par la Chine, a été un grand choc. On les disait volontaires. Mais ils étaient comme l'armée chinoise avec des armes russes. Même le vice-commandant du nord de Sujonglu réfléchissait. Quand la ligne de cessez-le-feu a été percée, l'armée sud-coréenne a immédiatement pris le dessus. Les captures rapides de Jangjeon par la 22e division et l'unité Zhongal a fortement surpris l'armée chinoise. Ils étaient arrivés à la périphérie de Wonsan. L'armée chinoise redoutait l'effondrement du front Est. Les officiers de l'armée populaire de libération de Chine, assis face au vice-commandant du gouvernement du nord de Sujongru, examinaient gravement leurs documents. Ils redoutaient aussi une percée à Gaeseong sur le front Ouest. Dans l'armée chinoise, les demandes de renforts augmentaient. Ils craignaient qu'une non-intervention rapide de la Chine n'entraîne la défaite de la Corée du Nord. Sur l'écran de Peiji, les dernières images satellites et l'avancée de l'armée sud-coréenne étaient actualisées en temps réel. Sur le front de Gaeseong, le 7e et le 1er corps préparaient une grande offensive, suivie par les réserves en pleine capacité. Les troupes nord-coréennes stationnées de la Gaeseong construisirent désespérément des lignes de défense. Par conséquent, l'armée chinoise n'avait que peu d'options à choisir. Il s'agissait de renforcer les effectifs de l'armée chinoise stationnée en Corée du Nord. La Chine a renforcé ses troupes en Corée du Nord en envoyant 3 divisions mécanisées, une brigade aéroportée et une grande unité de drones pour compenser les faiblesses de l'armée nord-coréenne. Les troupes chinoises continuaient d'arriver. Hayden Zheng, analyste à la Defense Intelligence Agency du département de la défense des États-Unis, poursuivait aujourd'hui son travail habituel. Cependant, les informations obtenues aujourd'hui allaient stupéfier l'analyste Hayden Zheng. C'était parce qu'il avait reçu des informations selon lesquelles l'armée chinoise avait décidé d'envoyer davantage de troupes. Les documents consultés montraient une grande unité blindée chinoise franchissant la frontière nord-coréenne. En particulier, ils étaient en train de déployer une importante force de drones, se préparant à mener la guerre à la place de l'armée nord-coréenne. L'officier Hayden Zheng a aussitôt appelé quelqu'un avec son téléphone. L'officier du renseignement Hayden Zheng pense qu'il doit fournir des informations à la Corée du Sud, comme s'il craignait le déclenchement d'une 3e guerre mondiale. La Corée du Sud surveillait les mouvements supplémentaires de l'armée chinoise grâce aux informations envoyées par des informateurs à l'intérieur des États-Unis. Des informations de satellites américains étaient secrètement envoyées à la Corée du Sud sans accord des autorités américaines. Ainsi, la Corée du Sud a rapidement détecté et anticipé les mouvements de l'armée chinoise. De nombreux agents pro-coréens aux États-Unis transmettaient secrètement des informations sur l'armée chinoise à la Corée du Sud. La Corée du Sud utilisait à la place les satellites de reconnaissance et le réseau d'écoute des États-Unis pour surveiller en temps réel les déplacements des troupes chinoises. Le commandement et le gouvernement sud-coréen étaient furieux après ces informations. L'annonce du déploiement de troupes chinoises a aussi suscité de la colère contre les États-Unis. Malgré le fait que la Chine ait envoyé des renforts, les Sud-Coréens étaient profondément déçus que les États-Unis ne leur apportent pas de soutien. Le ministre de la Défense, voyant l'implication croissante de la Chine dans la guerre, envisage de frapper son territoire. La Corée questionnait les États-Unis sur l'absence de soutien. La Corée du Sud a sollicité une visioconférence avec les États-Unis sur le soutien militaire et les mauvais traitements. Les États-Unis ont été hypocrites. Ils ont déjà apporté une aide militaire, médicale et en renseignement à la Corée. Puis ont demandé ce qu'elle voulait de plus. Alors la Corée a répondu que les États-Unis et la Corée étaient des alliés de sang, ayant versé leur sang ensemble, et qu'il n'était pas logique que les États-Unis restent simplement à regarder, alors que la Corée était en train de s'effondrer. Alors, les États-Unis ont commencé à se moquer de la Corée, en disant que sans leur aide, Séoul serait déjà tombé depuis longtemps. La Corée a été furieuse. Alors que des soldats chinois entraient en Corée et que les forces sud-coréennes risquaient un conflit avec la Chine, la Corée a demandé si les forces américaines allaient intervenir. De plus, la Corée a déclaré que si les États-Unis n'aidaient pas, elle n'aurait d'autre choix que de développer des armes nucléaires à grande échelle pour sa propre défense et de frapper le territoire chinois. Ils ont dit que c'était vital pour la survie de la Corée. Les États-Unis affirmaient qu'avancer au nord déclencherait la 3e guerre mondiale. Les États-Unis ont menacé de seulement retarder le soutien logistique, médical et de renseignement actuellement en cours. Les intérêts divergeaient toujours, jusqu'à ce que la Corée propose un compromis, que les États-Unis assurent au moins la défense arrière.
Ils ont insisté sur le fait qu'il fallait au moins renforcer les forces américaines en Corée pour établir une ligne de défense avancée et ainsi renforcer la défense de la péninsule coréenne. Les tensions entre la Corée et les États-Unis s'intensifiaient alors. Mais les États-Unis ne pouvaient plus rester les bras croisés et simplement observer la situation sur la péninsule coréenne. Alors que les États-Unis restaient tièdes, des alliés comme le Japon, le Royaume-Uni et la France doutaient d'eux. La Corée, elle, menait une campagne internationale, les États-Unis négligeant-ils leurs alliés. Par conséquent, les autres alliés des États-Unis en sont venus à ne plus faire confiance aux États-Unis, et finalement, les États-Unis n'ont eu d'autre choix que d'accepter les demandes de la Corée. Bien qu'incapable de mener une guerre totale, l'armée américaine en Corée maintenait la stabilité à l'arrière. Les États-Unis ont envoyé une brigade blindée et 2 bataillons d'artillerie en Corée pour sécuriser l'arrière. Les divisions chargées de l'arrière sont montées à l'avant, parallèlement. Ils ont déployé en Corée des équipements avancés, tels que les F-35B et F-22, et ils ont doublé le soutien logistique aux forces sud-coréennes. Finalement, les États-Unis n'ont eu d'autre choix que d'accroître leur aide pour maintenir la relation de confiance avec la Corée du Sud. Faute d'intervention des États-Unis, la Corée du Sud doutait toujours des Américains. Lorsque les États-Unis ont adopté une attitude passive, les membres du commandement des Nations Unies ont au contraire renforcé leur soutien à la Corée du Sud. Le commandement des Nations Unies, créé le 25 juin 1950, a défendu la Corée du Sud contre l'invasion nord-coréenne, combattant avec l'armée sud-coréenne contre les forces nord-coréennes et chinoises. Il s'agissait également d'une force multinationale conjointe actuellement stationnée en Corée du Sud et au Japon. La mission principale actuelle du commandement des Nations Unies est de servir de pont entre le commandement des forces combinées Corée-États-Unis et la communauté internationale, et de coopérer à l'appui des forces fournies par les pays contributeurs. L'objectif étant que les pays membres du commandement des Nations Unies aident indirectement la Corée. Le commandement des Nations Unies compte 18 pays fournisseurs de forces, dont la Grèce, l'Afrique du Sud, les Pays-Bas, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, le Danemark, les États-Unis, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, la Colombie, le Canada, la Turquie, la Thaïlande, la France, les Philippines et l'Australie. Au Royaume-Uni et en France, des unités navales sont envoyées en Corée, mais aucune troupe terrestre n'a encore été déployée. Ils fournissaient beaucoup de matériel militaire. Le Royaume-Uni a fourni des missiles Storm Shadow et 100 canons automoteurs de soutien, 90. La France a livré 50 chars Leclerc et des missiles solaires Mistral. L'Allemagne a livré 20 PZH 2000 et le système IRIST. Le Canada beaucoup de munitions et équipements de protection. Même si on parle d'aide, il s'agit d'équipements à acheter plus tard. Sous l'impulsion du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, les pays européens ont renforcé leur soutien logistique à la Corée. Ils ont également exprimé leur mécontentement face à l'attitude passive des États-Unis. La tiédeur des États-Unis a poussé les autres pays occidentaux à soutenir plus activement la Corée. La Corée, aidée par les membres du commandement des Nations Unies, préparait une offensive plus puissante. Les États-Unis, suivant cette tendance de la communauté internationale, ont commencé à exercer une pression encore plus forte sur la Chine. Il y avait déjà 3 flottes américaines, dans l'ouest du Pacifique. Ils maintenaient la pression sur la Chine par des patrouilles en mer Jaune, mer de l'Est et mer de Chine orientale, et en renforçant les sanctions économiques. Ils ont imposé des sanctions sur les produits électroniques, voitures électriques et panneaux solaires, resserrant davantage l'étau sur la Chine. Les États-Unis ont dévoilé à la communauté internationale des preuves de l'implication de la Chine dans cette guerre et l'ont vivement critiquée. Les États-Unis et l'Occident exercent une pression diplomatique sur la Chine. La Chine a vivement réagi, affirmant que la Corée du Sud avait envahi illégalement la Corée du Nord. La bataille diplomatique entre la Corée du Sud et la Chine avait débuté sur la scène internationale. Le 7e et le 1er corps sud-coréen ont lancé une grande offensive sur Gaeseong pour en prendre le contrôle. Le 7e corps a mené une percée frontale avec ses blindés et son artillerie, tandis que le 1er corps attaquait le flanc avec ses divisions d'infanterie. Ils ont facilement atteint les abords de Gaeseong. Malgré les tirs anti-chars nord-coréens, la puissance du 7e corps restait trop forte. De nombreux chars, dont les K2, continuaient d'avancer même après des pertes. C'était littéralement une démonstration de force par la puissance de feu. Bien que nous ayons atteint Kaesong avec l'aide du 7e corps jusqu'à la bataille de l'église, la raison de cela posait problème. Les chars ont du mal à être efficaces en combats urbains. Le rôle d'un char est d'anéantir l'ennemi à distance par des bombardements, de servir de couverture pour l'infanterie, et en même temps de percer le front et de désorganiser l'ennemi grâce à sa mobilité. Chaque bâtiment, à la fois abri et forteresse, est si solide qu'il faut beaucoup de temps et de ressources pour le détruire. Les bâtiments en béton armé construits à l'époque moderne ont une durabilité telle qu'ils ne peuvent alors pas être détruits par 1 ou 2 obus. Lorsque les chars pénètrent dans la ville, ils se retrouvent entourés par ces bâtiments, ce qui crée un environnement idéal pour que l'infanterie équipée d'armes anti-chars les vise depuis les ruelles, les fenêtres et les toits. En plus, les bâtiments densément regroupés en centre-ville réduisent le champ de tir, et les rues étroites ainsi que les nombreux obstacles entravent la mobilité des chars. Bien que le centre-ville de Gaeseong soit proche, il était impossible d'y faire entrer les chars facilement, donc un grand nombre de chars n'était pas nécessaire. Il a donc fallu adapter la stratégie. Gaeseong était une forteresse solidement défendue par l'armée nord-coréenne et les volontaires chinois, avec des bunkers, fortifications souterraines, obstacles anti-chars et champs de mines.
Les troupes nord-coréennes et les volontaires chinois résistaient obstinément aux bombardements et aux attaques sud-coréennes, en continuant de se battre avec ténacité. La première division a échoué à pénétrer, subissant de lourdes pertes à cause de la défense solide à Gaeseong. Comme beaucoup de temps avait été perdu à Gaeseong, les lignes de l'Est et du centre avançaient rapidement, mais l'incapacité à percer à Gaeseong a également forcé l'arrêt de l'avancée sur les fronts Est et Centre. Toutes les lignes de front devaient avancer de façon similaire, sinon un flanc aurait pu être exposé. Toute l'attention et les forces terrestres, navales et aériennes ont été concentrées sur la prise de Gaeseong. Le char K2PO est entré dans l'église de Gaeseong et a tiré sans cesse sur les positions nord-coréennes. Les obus ont détruit les positions ennemies et les fortifications. L'artillerie automotrice K9 a aussi tiré depuis l'arrière. Les obus fendèrent le ciel et tombaient en sans relâche sur Gaeseong, avec l'intention claire de raser complètement la ville. L'armée sud-coréenne avait l'intention de balayer Gaeseong sans laisser de traces. La marine non plus n'est pas restée inactive. Un destroyer de classe Sejong le Grand, situé en mer Jaune, a également tiré des missiles de croisière Haesong-2 Sol-Mer. Les missiles ont fendu le ciel et fait trembler la ville de Gaeseong. Les bâtiments s'effondraient aussi. Les chasseurs F-15K et KF-21 survolaient également le ciel de Gaeseong et larguaient des bombes de deuxième étape. C'était littéralement un enfer. Des centaines de missiles et d'obus tombaient chaque jour sur Gaeseong. Les volontaires chinois et l'armée nord-coréenne repoussaient l'armée sud-coréenne grâce à des attaques de drones. Les essaims de drones chinois attaquaient l'infanterie sud-coréenne, et les deux camps menaient des combats sanglants. Les volontaires chinois et l'armée nord-coréenne ripostaient en utilisant ces drones. Les drones First Person View attaquaient directement les blindés et chars K1A2 sud-coréens, tandis que des drones kamikazes visaient massivement l'infanterie, causant des pertes continues. Les drones de reconnaissance transmettaient en temps réel les itinéraires de l'armée sud-coréenne aux forces chinoises, leur indiquant leur déplacement. Ensuite, cette zone était attaquée au mortier. L'armée sud-coréenne, mal préparée à la guerre des drones, subissait de lourdes pertes sans pouvoir réagir. Pendant que l'armée sud-coréenne ne parvenait pas à trouver rapidement de contre-mesures, les drones de l'armée chinoise continuèrent de faire pression sur elle. L'armée de terre sud-coréenne n'est pas prête pour la guerre des drones. L'utilisation massive des drones en guerre est assez récente, ce qui l'explique. Les drones ont été utilisés dès la guerre Azerbaïdjan-Arménie, en 2020, rendant inévitable le manque de doctrine et d'entraînement adapté. Par conséquent, il était inévitable que les attaques de drones se poursuivent sans interruption. L'armée sud-coréenne a vite créé une équipe anti-drone, et prouvé sa capacité à les neutraliser. Cette fois, ils ont utilisé la nouvelle arme laser Cheongwang qu'ils avaient récemment développée. Grâce à cela, ils ont pu réduire considérablement les attaques de drones par rapport à auparavant. Par la suite, comme la chute de Gaeseong continuait d'être soutenue, l'armée sud-coréenne a envisagé d'encercler Gaeseong de manière plus large. Les soldats de réserve jouaient également un rôle important dans cette guerre. Ils menaient une guerre de l'opinion publique, en publiant sur Telegram ou les réseaux sociaux des vidéos et des photos montrant les troupes nord-coréennes et les volontaires chinois en train de subir de lourdes défaites. Si l'on ne regardait que ces réseaux sociaux, on aurait l'impression que l'armée sud-coréenne avançait vers le nord sans subir de pertes, avec une grande fierté. Par conséquent, des personnes du monde entier, encouragées par les exploits de l'armée sud-coréenne, apportaient leur soutien à la Corée. En Corée du Sud, il existe une unité chargée de la mission de force de réaction stratégique nationale. C'est une unité qui utilise des moyens aériens pour être rapidement déployée en territoire ennemi. Elle accomplit une mission similaire à celle de la 101e division aéroportée américaine. Le 7e corps, notamment la 2e division dite Unité Nodo, déploie les 201e et 203e brigades de réaction rapide à Gumcheon, au nord de Kaesong. Ainsi, il était prévu de couper toutes les voies d'approvisionnement menant à Kaesong. En même temps, l'objectif était de prendre Kaesong en attaquant l'arrière de la ligne de défense, qui était moins protégée. La 2e division a réussi à être parachutée en toute sécurité à Gumcheon, bénéficiant d'une escorte aérienne grâce à l'aviation. Le 7e corps ordonne à la 8e division de contourner Kaesong et d'avancer vers le nord par précaution. Décision prise car il serait risqué de laisser la 2e division seule à l'arrière. La 8e division a réussi à contourner Kaesong et à établir un vaste encerclement de Kaesong reliant Gumcheon, Yangpung et Paju. Comme mentionné, sans les volontaires chinois, l'armée nord-coréenne se serait rendue, rendant l'avancée facile. En bombardant sans relâche Kaesong, ils resserraient peu à peu l'encerclement. Actuellement, en Corée du Sud, avec la montée du sentiment anti-chinois, les attaques contre les Chinois ou les Coréens d'origine chinoise sont de plus en plus fréquentes. Cela peut sembler naturel, dans une certaine mesure. Le sentiment anti-chinois s'est accentué quand la Chine a envoyé ses troupes en Corée, aggravant la guerre. On comprend alors la douleur des familles ayant perdu des proches à cause des volontaires chinois. Cependant, il y a aussi un nombre considérable de Chinois et de Coréens d'origine chinoise actuellement présents en Corée du Sud. Mais tous ces gens ne peuvent pas retourner en Chine. Dans une telle situation, ils subissent de la discrimination, de la persécution et même des menaces de mort. Les Chinois accumulent ce mécontentement, provoquant ainsi des troubles Séoul.
Des troubles ont éclaté surtout à Derrimdong et Sillimdong, quartiers de Chinois et Joseonjok. Au début, ils manifestaient avec des pancartes en coréen et chinois, mais la manifestation a vite dégénéré en émeutes violentes. Ils ont attaqué les infrastructures clés de la Corée et pillé, provoquant des émeutes menées par certains Joseonjok et chinois. Ils attaquaient supérettes et magasins, brisaient vitrines et volaient des marchandises. Il y a même eu des cas où des véhicules ont explosé alors qu'ils étaient utilisés pour se défendre. En particulier, ils ont mené des attaques contre les principales infrastructures et les bâtiments publics de la Corée. Le nombre de personnes impliquées dépassait déjà le millier. Les manifestants ont lancé des cocktails Molotov sur le poste de police et ont même amené des engins lourds, comme des pelleteuses, pour menacer le commissariat. Ils disaient de ne pas toucher à la Chine et demandaient de protéger les droits des Joseonjok. Ces troubles se propageaient. Des groupes brûlants pro-chinois brandissaient le drapeau chinois, insultaient le gouvernement coréen et pillaient. Des scènes d'attaque contre la police ont été observées un peu partout et certains policiers ont été grièvement blessés, certains ont même perdu la vie. Face à cette situation, le gouvernement de la République de Corée a considéré les troubles massifs survenus à Séoul comme une menace pour la sécurité nationale et a envisagé de déployer des forces militaires. Il était impossible de gérer la situation avec la police seule, d'autant plus que ces individus semblaient être organisés. Le gouvernement parle de rébellion organisée, pas de simple manifestation. Vous dites que la police seule ne suffit pas à réprimer cela ? Bien sûr, certains fonctionnaires au sein du gouvernement ont exprimé leurs inquiétudes, estimant que le recours à la force militaire pour réprimer la situation pourrait susciter des controverses au sein de la communauté internationale. D'autres soutiennent que des émeutiers armés tuent des policiers, et, la loi martiale étant en place, demandent une réaction ferme. Les forces militaires ont été déployées pour réprimer ces individus. Les émeutiers lancèrent des cocktails Molotov, les soldats les répondaient avec des balles en caoutchouc et des boucliers pour les disperser par la force. Quelques heures après l'arrivée de l'armée, l'émeute a été maîtrisée. Le ministère de la Défense a ensuite mené une vaste propagande via le ministère de l'Information, accusant les émeutiers chinois d'attaquer les principales installations coréennes. Ils ont présenté ces groupes comme des espions voulant renverser la République de Corée. Pas de simples mécontents. Dans cette situation, des rumeurs circulaient en Chine selon lesquelles des massacres de Chinois avaient lieu en Corée, et le conflit entre la Corée et la Chine s'intensifiait de plus en plus. Les médias occidentaux tels que Cable News Network et British Broadcasting Corporation rapportent que la Chine déstabilise la Corée, après les troubles à Séoul. Le ministère des Affaires étrangères chinois a accusé le gouvernement coréen de massacrer les Joseonjok et les Chinois, et a annoncé réfléchir à une réponse ferme pour protéger ses citoyens. Parallèlement, la Chine, à l'origine du conflit, exerce une pression économique sur la Corée. Ils ont imposé de nouvelles sanctions économiques aux entreprises coréennes et attisé l'hostilité envers les Coréens vivant en Chine. Mais le gouvernement coréen est resté ferme. Il y a même eu des cas où des Joseonjok, des Chinois et des émeutiers arrêtés ont été expulsés de force. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures répressives dans les zones à forte présence chinoise et fermé certains grands médias pro-chinois. C'était possible parce que la loi martiale était en vigueur. Comme la situation de Soyuz s'est produite en Corée, un climat d'insécurité s'est installé dans le pays, et certains civils ont même formé des milices d'autodéfense et tenté de s'armer eux-mêmes. Dans la salle de conférence de presse du ministère de la Défense de la République de Corée, le porte-parole du ministère de la Défense est monté sur l'estrade pour donner une conférence de presse. Le porte-parole du ministère de la Défense a affirmé que l'émeute n'était pas un simple incident de Soyuz. Il a qualifié ces personnes de terroristes, cherchant à saper l'ordre de la République de Corée. Il a affirmé que des groupes liés au gouvernement chinois avaient incité à la rébellion via des sentiments pro-coréens. Le porte-parole du ministère de la Défense a déclaré qu'il ne tolérait plus l'ingérence de la Chine. Il a affirmé qu'il réagirait fermement à toute menace contre la Corée et que la volonté du gouvernement est claire. Il a affirmé qu'il défendrait l'indépendance et la liberté de la Corée sans jamais céder face à la Chine ou à la Corée du Nord. L'indépendance et la liberté de la Corée. Nous protégerons jusqu'au bout l'indépendance et la liberté de la Corée. Nous protégerons jusqu'au bout l'indépendance et la liberté de la Corée. Nous protégerons jusqu'au bout l'indépendance et la liberté de la Corée. L'indépendance et la liberté de la Corée. L'indépendance de la Corée. L'indépendance de la Corée. L'indépendance de la Corée. Protéger l'indépendance et la liberté jusqu'au bout. Protéger l'indépendance jusqu'au bout.